Bonjour. Bonjour. On nous a déjà dit donc que la thématique de l'expo est le corps, et on peut voir que le lien entre la thématique et le triptyque est évidente du coup. Mais cependant, comment vous situez-vous par rapport à cette thématique? Comment dire, le corps humain ou animal est un motif récurrent dans mes tableaux. Donc il est bien évident qu'une exposition qui s'appelle Incarnation et qui explore au travers de différentes œuvres la manière dont les choses perceptives, la perception, on va dire, se joue au travers des corps, justement, dans les limites des corps, c'est-à-dire la façon dont finalement il ne s'agit pas d'esprit omniscient, mais plutôt qu'on est tous un peu pris dans nos perceptions un peu tronquées du réel, c'est-à-dire que on est englobé par une réalité, et l'incarnation, c'est ça, c'est en fait éprouver les limites de la réalité dans lesquelles nous sommes plongés. Et j'ai une peinture qui tient beaucoup de cet état d'esprit par le fait que je ne tiens pas à restituer dans mes tableaux une vision omnisciente ou surplombante du monde. Ce qui est restitué, enfin, au sein de mes peintures, dans mes peintures, c'est plutôt une vision fragmentée, parcellaire de la réalité, de la même façon qu'on n'est jamais totalement à 100% devant le réel, comme on verrait une image parfaite des choses dans leur réalité complète. Au contraire, on est plutôt dans une forme d'incomplétude et de regard un peu empêché, de regard difficultueux des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que Incarnation, là en l'occurrence, qui est le titre de l'exposition, Incarnation au pluriel, me paraissait assez bien entrer en résonance, ou plutôt ce tableau et mes tableaux même peut-être en général pouvaient rentrer en résonance avec cette thématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le tableau n'a pas de nom ? Alors, il n'a pas de titre. Alors là, récemment, je redonne des titres à mes peintures. Et quand j'étais jeune, je leur donnais des titres aussi. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas donné de titre parce que je ne voulais pas influencer le regard, votre regard par exemple, le regard des spectateurs, des spectatrices, au travers d'un titre. Parce qu'un titre peut être déterminant quand même dans la perception d'une peinture, d'une œuvre, et c'est pour ça que j'ai eu une très longue période, dont fait partie ce triptyque, où je ne donnais pas de titre, ça restait sans titre. Et après, sur quel... ça me fait penser d'ailleurs à l'histoire du titre, parce qu'il y a une formule de Marcel Duchamp qui est assez belle, je trouve, qui dit que le titre est une couleur rajoutée au tableau, mais non sortie du tube. Et c'est une couleur que je ne voulais pas rajouter. On voit que le fond est assez réaliste. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que représente la forme au milieu et pourquoi avoir laissé toutes ces coulures Alors, je vais d'abord répondre sur les coulures. Les coulures, ça c'est une époque, une période. Ce tableau date de 2004. Donc il y a quand même quelques années, et c'est une période où la matière de mes peintures était extrêmement diluée, extrêmement fluide, ce qui entraîne d'ailleurs des phénomènes aussi de transparence, que vous pouvez constater. Parce que pour moi, la transparence, c'était aussi une manière de représenter les corps, mais à la fois présents et en même temps dans l'idée aussi de leur absence possible. Et donc, les coulures, cette espèce de ruissellement, en fait, effectivement, qu'on peut voir, c'est, ou ici, par exemple, ou un peu partout, d'ailleurs, même sur la toile, c'est la conséquence assumée de cette matière très, très fluide. C'est-à-dire, le pigment, comme ça, s'écoule,
Et à un moment donné, il se fige. Donc c'est aussi le témoignage c'est la trace plutôt d'une temporalité, parce que cette coulure, elle a vraiment vécu. Elle a vécu à un moment donné avant de se figer comme ça à la surface. Et donc ça aussi, ça rejoint des choses qui m'intéressent, voilà, plastiquement et mentalement, qui sont de l'ordre de la trace. Mais que ça peut être aussi bien la trace archéologique, la trace de ce qui a été, ou la trace même de l'immédiat. Voilà. Et donc, et en même temps, ces phénomènes de coulure, ils rejoignent aussi peut-être l'idée d'une forme de précarité, de fragilité du visible et du monde et de l'état du monde aussi. Voilà. Et alors, la forme un peu bizarre au milieu, qui ressemble vaguement à une espèce de cabane mal montée, ou je ne sais pas, enfin, bon, une espèce plutôt quelque chose, comme une espèce de trace ou de reste de quelque chose de détruit, en fait. Ça m'a été... je me suis inspiré, en fait, d'une photo prise dans la presse, en 2004, une photo prise en Irak. Et en fait, c'était les restes d'un véhicule militaire américain qui avait explosé. Qui avait explosé du fait d'un attentat. Et donc, historiquement, c'était une période d'ailleurs, puisque les Américains étaient rentrés en Irak en 2003. A priori, ils avaient gagné la guerre en 3 semaines, et donc c'était une victoire. Mais en 2004, il commençait à y avoir de sérieux troubles en Irak. Et donc, ce convoi américain qui avait été attaqué, et ce véhicule, je me souviens de la photo dans le journal, ce véhicule totalement détruit, cassé, qui ressemblait presque à une forme de sculpture même, un peu étrange, dénotait que les choses n'allaient pas être si simples, en fait, pour les Américains en Irak, et que l'avenir n'était peut-être pas aussi serein et radieux qu'ils avaient pu l'imaginer. Et donc, voilà, et ça, je donne cette source iconographique précise, parce que on n'est pas obligé de la connaître quand on regarde le tableau, mais simplement, ça rejoint quelque chose qui est présent dans mon travail, c'est qu'il y a une forme de rumeur du monde qui passe au travers de mes... Enfin, je suis sensible à une forme de rumeur du monde, d'écho du monde, que j'essaye de restituer au travers des figures qui forment les motifs de mes peintures. J'allais justement vous poser une question par rapport à la transparence des figures dans ce tableau. Mais ce qui m'intrigue, c'est aussi le fait qu'on ne puisse pas voir le visage des personnages. Est-ce que c'est un effet que vous allez lui donner, ou c'est par rapport au quadrillage du tableau Non, c'est une bonne question. Là, la tête, elle est hors champ. Hein, donc elle est hors du cadre. Et là, la figure est de dos. Et c'est vrai qu'il y a très peu de visages dans mes peintures. Alors, soit il y a des profils perdus, mais la plupart du temps, il n'y a pas de visage. Alors là, dans le cas particulier de cette figure-là, il y a aussi souvent des phénomènes un peu de figure acéphale aussi dans mes peintures. Alors là, c'est pas qu'on voit pas le visage, c'est que le visage n'est pas là. De toute façon, soit il n'est pas peint, soit il est hors du cadre. Donc il y a l'idée aussi d'une figure un peu colonne comme ça, qui vient se stabiliser à la surface, tout en étant quand même un peu dans la mouvance de cette matière picturale un peu fragilisée. Et là, on a une figure de dos, figure dorsale. Alors, en fait, les visages, c'est quelque chose, c'est un motif avec lequel j'ai un problème. J'ai une difficulté, parce que c'est pas que je peux pas peindre un visage, ça je peux y arriver, c'est pas très compliqué, mais dans mon cas particulier, j'achoppe très vite sur ce qui me semble être des clichés, c'est-à-dire que je vais faire la lèvre supérieure un peu plus foncée, la lèvre inférieure un peu plus claire, enfin finalement, des choses qui me paraissent être de l'ordre du stéréotype,
et je n'arrive pas à me débarrasser de ces stéréotypes. C'est pour ça que je suis plutôt dans une stratégie d'évitement et qu'il y a assez peu de visages dans mes peintures. Mais il arrive qu'il y en ait parfois. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de visage, ça rejoint aussi le fait qu'on a affaire à des figures qui sont souvent des figures un peu du passage, comme ça, quelque chose, voilà, et qui déjà un peu s'évanouissent avant qu'on ait pu en fait les saisir. Vous avez choisi la représentation de l'océan dans ce tableau, donc quelle en est sa signification? J'ai peint beaucoup de plages. J'en peins moins maintenant, mais à cette époque-là, j'en peignais pas mal. La plage, en fait, ça m'a toujours fasciné, parce qu'il y a un historien, dont j'oublie le nom, c'est embêtant, mais qui a dit que la plage, c'était le territoire du vide. Parce que, en fait, c'est un lieu un peu entre la mer et la terre. Et c'est devenu sociologiquement en plus un espace de vacances, enfin bon, et le comportement des individus n'est pas tout à fait le même sur les plages. C'est un territoire un peu extra-social, je dirais. Donc il y a ça déjà qui m'intéresse, et il y avait aussi le fait que formellement, c'est souvent quelque chose de très structuré visuellement, puisqu'on a l'horizon de la mer, on a parfois la côte, quand elle est montagneuse, qui vient à l'horizon se jeter dans la mer, mais c'est quelque chose qui structure très bien une surface. Et là, on a en fait trois horizontales, puisqu'on a l'horizontale de séparation entre la plage proprement dit, la mer, l'océan et le ciel. Et après, quand je dis que c'est le territoire du vide, c'est aussi un territoire, souvent les plages, c'est à la fois un lieu de loisir, de distraction, de plaisir, mais c'est en même temps un lieu très ambigu, parce que ça peut être aussi, c'est un peu comme la baignoire de Philippe Droguet tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose d'agréable qui se retourne parfois en un instrument de torture. Et aujourd'hui, on voit bien, les plages, c'est aussi là que viennent s'échouer des gens qui veulent venir actuellement en Europe. C'est là aussi que, je veux dire, on a des scènes de guerre, on a les débarquements, on a des choses comme ça. Et on a aussi un territoire, oui, c'est l'idée aussi d'un lieu où on vient parfois s'échouer, et dans l'attente de quoi, on ne sait pas trop. C'est un lieu un peu métaphysique aussi, une plage. On voit que vous représentez des scènes du quotidien avec ces baigneurs, les serviettes, les tongs, le ballon de foot. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce contraste entre le quotidien et la forme du milieu? Ah, la forme du milieu. Oui, la forme du milieu, j'ai un peu expliqué iconographiquement d'où elle venait. Pour donner des sources iconographiques, les deux baigneurs, la baigneuse et le baigneur, sont en fait issus de photogrammes d'un film italien du début des années 60 qui s'appelle Le Fanfaron, et qui est un film de Dino Risi, qui est tourné dans un très 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 beau noir et blanc. Et la pellicule, voilà, il y a cette idée de la pellicule comme ça, du grain de la pellicule. Et ce film, à la fin, enfin dans la dernière demi-heure du film, ça se passe sur une plage. Et j'avais été très sensible à la manière dont Risi, un très bon cinéaste, a filmé les corps, justement, les corps en mouvement, les corps estivaux, on va dire, parce que là, on est au début des années 60, donc on est en plein dans les 30 Glorieuses, donc on est dans une période plutôt que l'on a décrit rétrospectivement comme étant plutôt insouciante, une période des loisirs, une période de consommation aussi, donc plutôt une période entre guillemets joyeuse, même si rien n'est jamais joyeux, complètement, mais quelque chose de plutôt insouciant, voilà. Et Dino Risi a très très bien filmé cet état de cette station balnéaire dans ce film Le Fanfaron. Et en fait, il y avait un écart entre ce que j'avais réellement vu, parce que ça, la plage, je l'ai réellement vu, mais par contre, les corps des baigneurs issus de ce film et ce véhicule détruit
En Irak, évidemment, je n'ai pas eu la perception directe. Donc il y a cette distance du noir et blanc. En même temps, j'avais eu la perception au travers d'une photo qui était en noir et blanc également. Mais cette distance perceptive, elle est maintenue au sein du tableau.